Repenser la psychanalyse, c'est d'abord reprendre autrement ce que Lacan en a lui-même repensé. Voici plus de 50 ans. Et qui n'a pas encore été entendu véritablement sur ce qui n'a pas encore été entendu véritablement ou mis en œuvre. Certains disent, en voyant notre programme, encore Lacan. Certes, ce nom résonne fort depuis qu'il a cessé de parler, mais il n'en va pas de même, il s'en faut, de certains points vifs de ce qu'il a élaboré, réélaboré, remanié, renversé de la pensée psychanalytique. Il l'a fait en une démarche complexe puisqu'il a tout d'abord dénoncé une orientation de la psychanalyse internationale en ce qu'elle dégradait certains concepts freudiens. Et il avait donc là appelé à un retour à Freud. Or, l'écho de cet appel a résonné si fort et si longtemps qu'il est souvent resté le seul propos retenu de Lacan, pour une large audience. Ce qui, pour beaucoup, pour de nombreux auditeurs, pour de nombreux lecteurs, a fait équivaloir sa pensée à celle de Freud. Pourtant, la distance, puis peu à peu la contradiction entre les deux allait s'accroître au long des années, et au total, l'intervention de Lacan a constitué aussi en psychanalyse une sorte de rectification de Freud, parmi bien d'autres conséquences. Aujourd'hui encore, les embarras du transfert, entre autres, empêchent parfois de se pencher sur la lettre de ces renversements, ce qui n'a pas facilité les choses pour les psychanalystes. Balancer entre le premier appel et les rectifications suivantes, si on veut, entre le premier père du transfert et le second. Mais si on se situe dans un savoir scientifique, ça ne pose pas de problème pourtant. On constate qu'alors un savoir a logiquement connu une première étape fondatrice, ce qui reste valide et qui reste valide sur nombre de points, puis qu'ensuite il a été corrigé sur d'autres points à l'étape suivante, laquelle sera ensuite corrigée à son tour. Certes, l'appel premier de Lacan au retour à Freud a parfois fait écran ensuite au franchissement critique qu'il allait lui-même opérer de façon très vaste sur certains points. À cette difficulté s'ajoute la complexité de sa conceptualisation, on le sait, et de son énonciation. Mais tout cela, cependant, ne nous laisse pas quitte pour autant de notre tâche de transmission. Notre génération est une des dernières à avoir entendu ses séminaires, participé à sa clinique, à avoir effectué avec lui une analyse avec certains effets définitifs. On peut parfois redouter qu'après nous, les choses se poursuivent sur le même mode, c'est-à-dire que son nom continue de résonner sans que jamais certains axes essentiels de ces renversements soient suffisamment reconnus pour porter leurs conséquences. Or, il serait mieux, dès à présent, dans l'urgence qui est la nôtre, dans le rejet actuel de la pensée psychanalytique, dont plus rien d'essentiel n'est attendu d'une façon générale, que nous parvenions à forger ce qu'il nous a laissé, c'est-à-dire à en forger un dire qui fait sens, non pas imaginaire ni symbolique, mais réel, qui nous oriente vers ce à quoi nous avons affaire dans notre époque et dans l'horizon de sa subjectivité. Ce qui a été de fait renversé en psychanalyse par la conception lacanienne, voilà ce sur quoi nous pouvons être sommés de nous prononcer. Alors, pour cette table ronde, je vais simplement faire très vite résonner quelques points de renversement décisifs qui ont été élaborés concernant l'expérience analytique, puis les intervenants traiteront ensuite à leur manière d'autres éléments. Renversant, premier point, renversant en effet fut le concept de la passe, on le sait, de quelque manière qu'il soit institutionnalisé ou pas. Et on sait aussi qu'il n'a pas véritablement délivré son sens d'énigme pour ceux qui s'y sont prêtés, pas plus que ceux qui y ont réfléchi. Pourtant, dans son séminaire, l'acte psychanalytique, qui vient de paraître, mais que l'on pouvait étudier depuis longtemps, Lacan dit très simplement quelque chose qu'on peut appeler la vérité, une vérité, et qui pour le coup est dans une certaine tension avec un savoir, parce qu'elle est à savoir, eh bien,
il la présente au fond sans énigme aucune à cet endroit-là. Il trouve simplement nécessaire d'attirer l'attention sur ce qui se passe pour le nouvel analyste lorsqu'il passe analyste sans très bien savoir encore ce qu'il fait. Qui d'autre, quel autre courant de pensée analytique s'est questionné là-dessus? Les autres courants de pensée analytique avaient tôt salué le résultat et le mode de reproduction des analystes en restant au bienfait de l'identification, qui ne sont pas négligeables. Certes, on peut se demander s'il est nécessaire pour l'avenir de la psychanalyse que ces praticiens en sachent un bout là-dessus. Cette question ne soulève plus d'éclat, elle ne soulève plus de soubresaut comme elle l'a fait dans le passé, mais parce que la psychanalyse aujourd'hui ne sait pas même si elle a un avenir. Rejetée dans les institutions, diluée dans les multitudes de thérapies actuelles, elle n'est plus attendue. Cela dit, elle n'a pas besoin d'être applaudie pour penser. Pourquoi renoncerait-on à savoir quelque chose de plus de ce sur quoi Lacan voulait attirer l'attention dans ce processus, sinon dans son procédé, puisqu'en effet, on peut et on doit distinguer les deux. Il reste, c'est-à-dire le dispositif, ce qu'on a appelé le dispositif par rapport au processus. Il reste utile et intéressant d'en savoir un bout quant à ce qui nous meut dans cette pratique, or cela s'origine de ce moment-là. Lacan était très clair là-dessus lorsqu'il parlait comme un analysant dans son séminaire. Évidemment, il l'était moins lorsqu'il écrivait, puisqu'il a indiqué que ses écrits n'étaient pas à lire, ce qui ne voulait pas dire qu'il ne fallait pas les lire, mais qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Le séminaire, lui, d'une certaine façon, est fait pour ça, bien qu'il ait été oral. On apprenait simplement qu'un psychanalysant décide de passer psychanalyste, de pratiquer l'analyse pour d'autres à un moment donné, parce que ça constitue pour lui une solution en provenance de l'inconscient face à une bascule qui se produit dans son analyse à lui. Prendre le relais, non pas de son analyste, mais du sujet supposé savoir auquel il a donné lieu au moment où son existence devient douteuse, provoquant ainsi un certain nombre d'effets parfois catastrophiques, plus ou moins violents, lui permet de supporter que cette instance soit ébranlée. C'est bien une identification. C'est bien une identification, ça va? Ah, vous auriez dû le dire. C'est bien une identification dont il s'agit, mais c'en est une sorte particulière, que Lacan a appelée séparation, parce qu'elle sert à se séparer en s'emparant d'un signifiant, de l'autre. Or, il y a un problème. Il y a un problème parce que l'acte psychanalytique qui est le ressort de notre pratique comporte quelque chose que Lacan définit comme feindre d'oublier que le sujet supposé savoir n'existe pas. Il n'existe pas plus que Dieu, ce qui certes est déjà pas mal. Il existe en tout cas tout au long de l'analyse et il est quand même souhaitable qu'il s'avère à la fin que cette existence était une croyance. Donc si le passant analyste oublie vraiment que ce sujet n'existe pas, au lieu de feindre de l'oublier, comme son acte s'en définit, eh bien c'est grave, estime Lacan. C'est grave parce qu'il ne peut pas dans ce cas y avoir d'acte analytique, donc d'analyste. Il pourra y en avoir plus tard, peut-être, à certaines conditions, quand le deuil se fera de ce sujet supposé. Cette aventure, donc, native du psychanalyste est complexe. On en voit la torsion, avec cette mise en acte de l'inconscient. Elle fait partie de ce cas de paradoxal notre pratique, qui produit ces praticiens sur un mode qui d'abord, sur un mode inconscient, en provenance de l'inconscient, qui d'abord ne les rend pas à même d'opérer, à leur insu. Est-ce nécessaire de le savoir dans un moment où ces paradoxes sont pour les psychanalystes, en somme, la moindre de leurs inquiétudes? Certes, mais pourquoi y renoncer? Il y a bien d'autres renversements lacaniens essentiels et parfois encore incompris dans la clinique, cela. Il concerne notamment l'objet, le symptôme. Marie Pesanti y parlera de ce qui porte à conséquence. Elle a raison, notre question intéresse ce qui porte à conséquence. Qu'est-ce qui a renversé la conception de l'objet en psychanalyse depuis la découverte de la pulsion par Freud? Défini comme pulsionnel, il était essentiellement fondé en termes anatomiques et sa grammaire mettait en relation un objet qui appartient au corps de l'enfant
en relation avec le corps de la mère ou avec la mère, ou bien l'inverse, et puis d'autres objets. Or ça s'est avéré méconnaître fondamentalement d'autres éléments essentiels, d'autres fondements essentiels de cette grammaire puis de cette logique, parce que celle-ci s'appuie plutôt sur le fonctionnement physiologique de l'objet entre le corps de l'enfant et celui de l'autre, plutôt que sur l'anatomie. Et ça a de toute autre conséquence. Ces logiques comportent alors des torsions que nous observons dans l'économie des systèmes névrotiques qui sinon nous resteraient incompréhensibles. Il s'avérait en outre que ces objets servent de substitut pour les jouissances perdues soumises à la castration et notamment la jouissance sexuelle, celle qui, comme le rapport du même nom, est en défaut pour les parlants. C'est sur ce mode, dans une fonction donc de pluie de jouir, de substitut, que ces objets entrent en fonction dans le symptôme. Comment comprendrait-on, sinon, sans cette notion essentielle, que l'anorexie, par exemple, ou la boulimie, soit plus précieuse pour la jeune fille que n'importe quel amoureux, et viennent précisément à la même place. De là se renverse aussi la fonction du symptôme qui, de simple boiterie névrotique, devient un tenant-lieu d'une jouissance perdue ou impossible, voire un mode d'identification ou d'identité du sujet. Tous ces éléments affleurent au questionnement actuel de nos sociétés. On l'entend, ça s'entend. Et ces sociétés refusent désormais de ne considérer les symptômes que comme un handicap et de pathologiser nos fonctionnements communs. Là où Freud puis Lacan soulignaient que la névrose est le lot de tous, ou pire, les discours actuels refusent que la névrose, entre autres, qualifie quiconque. C'est une question d'ailleurs intéressante. Marie Pesanti va nous parler de cette écriture qui porte à conséquence. Un mot très vite également sur le rêve, point de départ de l'exposé qui sera celui de Yorgos Dimitriadis. Nous avons là aussi à repérer quelques points pivots de renversement quand nous parcourons le chemin de Freud à Lacan, lequel, lorsqu'il reprenait le rêve d'Irma, découvrait et montrait comment procèdent les différents registres imaginaires, réels et symboliques dans le rêve. Lorsque l'angoisse d'un face-à-face imaginaire avec l'autre débouche sur un réel inassimilable, eh bien, seul le sujet du langage, le sujet acéphale de l'inconscience, peut traiter cela en termes de signifiant et le résoudre. C'est ce qu'il montre avec Irma. Où il apparaît avec Lacan que ça n'est pas tant, et voilà un renversement essentiel, que ça n'est pas tant pour refouler ou masquer un désir du sujet, qui était la thèse de Freud, que pour traiter le désir de l'autre et barrer sa jouissance, que les pensées du rêve aboutissent à un texte chiffré. Là aussi, un renversement massif. Le travail du rêve consiste désormais dans ce qui transforme ce qui se présente de l'approche des jouissances de l'autre. Les jouissances de l'autre, ce sont ces jouissances hors discours, hors des lois de la parole, qui menacent par conséquent le sujet, puisque le sujet est un sujet du langage, de la parole. Ce sont ces cauchemars qui menacent le sujet et qui sont transformés en objets et en signifiant que l'inconscient admet que le discours intègre, c'est-à-dire ce que Lacan a appelé verser la jouissance à la comptabilité de l'inconscient. Un sacré déplacement, disait-il, et oui, en effet, un sacré chantier permanent. À la grammaire freudienne des séquences du rêve, comme des phrases qui s'enchaînent, Lacan substituait la logique du fantasme, la succession de ces propositions qui oscillent constamment entre le « je ne suis pas » et le « je ne pense pas ». Le sujet tente toujours dans le rêve de retrouver l'être à l'état de peut-être, mais ce faisant, il y rencontre cette menace des jouissances de l'autre que l'inconscient résoudra s'il y parvient en lui imposant son « je ne suis pas » qui pense, et qui pense phallique, c'est-à-dire efficace mais assez court. Cette conception du travail du rêve au service de la jouissance, pour la traiter sur un mode utilisable par l'inconscient, résonne massivement dans notre expérience actuelle du rêve.
Et elle répondait en outre de façon satisfaisante aux critiques adressées à la théorie freudienne. Mais elle n'est pas connue des neuroscientifiques et elle est même peu saisie et peu mise en œuvre parmi les psychanalystes. Là aussi, un dialogue manque qui peut-être se produira, un dialogue avec les trouvailles, les découvertes fondamentales de Lacan.